Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Les Martin sont l'image même du bonheur. Un bonheur familial d'abord. C'est un couple uni depuis 30 ans de mariage. La grande fille, juste majeure, vient de se fiancer avec un jeune homme plein d'avenir. Un bonheur bourgeois aussi. Les Martin sont le type même de la réussite sociale. Monsieur Martin a gravi tous les échelons dans sa profession. D'abord petit employé de banque, il a maintenant un poste de premier plan. Les Martin habitent un coquet pavillon dans une grande ville de province. Bref, quand commence notre dossier en 1955, les Martin sont heureux. Et pourtant, vous le devinez bien, mes chers amis, puisqu'il s'agit d'un dossier extraordinaire, le bonheur des Martin ne va pas durer. Il va se passer quelque chose. Oui, c'est vrai, il va se passer quelque chose, mais ce n'est pas ce que vous pensez sans doute. Non, le mari ne va pas tirer de coups de revolver sur sa femme. Non, la femme ne va pas empoisonner son mari. Ah non, la fille ne va pas tuer ses parents qui s'opposeraient à son mariage. Voyez-vous, ce qui va se passer est beaucoup plus simple et beaucoup plus effrayant aussi. Car c'est une chose si banale qu'elle pourrait se passer dans n'importe quelle famille qui, comme celle des Martin, donne depuis 30 ans l'image même du bonheur. Une ville de province comme les autres. Oh, il n'est pas nécessaire de préciser laquelle. Ce qui va suivre aurait pu se passer n'importe où. La ville a de jolis pavillons, et c'est là que vit la famille Martin. Le père, Charles Martin, la cinquantaine, a de bonnes raisons d'être fier de sa réussite. À 20 ans, qu'était-il? Un tout petit employé de banque. Françoise l'a épousé dans les années 30, et on ne peut pas dire que c'est par intérêt, c'était vraiment un mariage d'amour. Charles Martin est obstiné, travailleur. À sa banque, sa ponctualité, sa scrupuleuse honnêteté, en même temps que son dynamisme et son sens des responsabilités, le font vite remarquer, puis apprécier de ses supérieurs. Petit à petit, à force de travail, il gravit tous les échelons. Il a bientôt, sous ses ordres, des gens qui ont des diplômes que lui n'a jamais eus. Mais Martin n'a pas besoin de diplôme. Il a quelque chose qu'il s'est acquis peu à peu et qui vaut bien plus. La confiance. La confiance absolue de ses chefs. Charles Martin est l'homme de confiance. Tous les jours, en tant que caissier fondé de pouvoir, il a entre ses mains et sous son entière responsabilité plus de 20 millions actuels. Oui, plus de 2 milliards d'anciens francs. Les directeurs n'exercent aucun contrôle sur ces sommes. Seul Martin en a la garde. Cet employé modèle est même tellement apprécié que depuis quelques mois, sa fille Sylvie a été engagée à son tour dans la même banque. C'est elle qui, quand pour une raison ou pour une autre, son père est absent, le remplace et qui a donc en main les 2 milliards quotidiens. De plus, le fiancé de Sylvie est lui aussi employé de la banque. C'est là qu'ils ont fait connaissance. Bref, tout se passe dans la plus parfaite harmonie. Et il est évident que les fiançailles avec ce jeune garçon plein d'avenir, qui sera peut-être lui aussi l'homme de confiance comme son futur beau-père, ne peuvent que ravir tout le monde. La date du mariage est fixée pour le mois de juin 1955 et nous sommes en mars. Le jeune Henri, car c'est son prénom, est souvent reçu dans le pavillon des Martin. Il fait presque déjà partie de la famille. Pour lui, Madame Martin prépare de bons petits plats. Quant au père, il parle travail. Henri écoute attentivement les conseils de son futur beau-père. Il n'y a aucun doute. Il a toutes les qualités pour faire, lui aussi, une brillante carrière. Mais c'est alors qu'un jour d'avril, un jour de printemps, quelque chose se produit, quelque chose d'insignifiant en apparence. Un simple sourire. Si Jocelyne, la secrétaire de M. Martin, père, a souri à son directeur, c'est tout simplement qu'elle était de bonne humeur, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Mais jusque-là, Charles Martin n'avait jamais fait attention à sa secrétaire, si ce n'est pour le travail. Et voilà que brusquement, sans raison véritable,
Il se met à la regarder. Il découvre qu'elle est jeune, jolie, bien faite, et qu'elle lui sourit. Il y aura d'autres sourires dans les jours et les semaines qui suivent. Cette fois, Charles Martin les remarque, puis les espère, puis les provoque. Cela lui apporte, comment dire, une impression de renouveau. Et insensiblement, sans qu'il s'en rende compte, Charles Martin se transforme. Il se met à devenir élégant, coquet. Lui qui n'avait jamais porté jusque-là que des costumes stricts et des cravates sombres. Voilà qu'il va chez les chemisiers et les tailleurs. Il achète des choses à la mode. Quoi de plus naturel quand on a 50 ans que de chercher à se rajeunir? Madame Martin en est ravie depuis le temps qu'elle essaye de traîner son mari chez le tailleur, qu'elle lui dit de faire un peu attention à sa présentation, de ne pas s'habiller comme un petit fonctionnaire, puisqu'il a les moyens, voilà qu'il s'y met tout seul. C'est parfait. Et puis, il semble plus gai depuis quelque temps. Il chantonne, il plaisante. En un mot, il rajeunit. C'est charmant pour tout le monde. Au bureau, Charles Martin est encore plus gai, encore plus jeune surtout, avec Jocelyne. Ce sont des plaisanteries, des bons mots, sans vulgarité. Jocelyne trouve que ce monsieur important, l'homme de confiance du patron, est décidément très gentil avec elle, et elle rit de bon cœur. En rentrant chez lui, M. Martin parle de son travail, ce qui n'a rien d'étonnant. Il parle toujours de son travail, mais depuis quelque temps, il parle surtout de sa secrétaire. Oh, une perle, une perfection. Elle a toutes les qualités. Il va la pousser. Elle mérite de faire une brillante carrière. Cela irrite un peu Mme Martin, mais après tout, ce n'est pas méchant d'apprécier sa secrétaire, même s'il en parle un peu trop. Pour le reste, Mme Martin est sûre d'elle. Charles est le plus fidèle des maris. Cela fait 30 ans qu'elle le sait. Et puis la petite a 19 ans. Non, tout cela n'est pas sérieux. Tout cela ne va pas durer. Et pourtant si, ça dure. Quelque chose de violent, d'imprévisible, vient de frapper Charles Martin tout comme une maladie. Et d'ailleurs, n'est-ce pas un peu d'une maladie qu'il s'agit? Une maladie mystérieuse qui atteint les hommes entre 50 et 60 ans, ceux principalement dont la vie privée a toujours été irréprochable. Une maladie qu'on appelle le démon de midi. Car 50 ans, voyez-vous, c'est une période critique. Les enfants vont se marier, on va se retrouver seul, avec l'autre, comme à 20 ans. Mais on n'a plus 20 ans, justement. L'amour et ses mystères, l'attrait du partenaire, l'envie de plaire, tout cela s'en est allé peu à peu, sans qu'on s'en aperçoive, en même temps que la jeunesse elle-même. Et brusquement, comme malgré soi, on fait le point. On dresse le bilan de ces 30 années de vie commune, de ces 30 années d'habitude, d'anniversaire, de fidélité quotidienne. Allons, il faut bien en prendre son parti. Il faut se préparer à vieillir tout doucement jusqu'à la fin. Et c'est alors que survient quelque chose d'inattendu, d'imprévisible, comme un miracle. Un sourire jeune, frais, pur, et qui vous est destiné. Et l'on s'examine d'une autre manière. Les cheveux gris sont peut-être séduisants, la calvitie naissante a peut-être un charme. Charmer, séduire, ce sont des mots dont on avait presque oublié le sens. C'est comme un souffle nouveau, irrésistible. Ah, c'est quelque chose qui vient de très loin, du plus profond de la nature, de l'instinct de vivre. Et dès ce moment, c'est fini. On est prêt à tout. À se rendre ridicule, grotesque, à faire son malheur et celui des autres. Qu'importe, pourvu qu'on profite de la vie, une dernière fois, avec rage, avec désespoir. Jocelyne, si j'osais, je vous demanderai votre avis sur ma nouvelle cravate. Elle me plaît beaucoup, monsieur. J'aime bien ces couleurs vives, et puis, ça vous rajeunit. Voilà. Ce sont des banalités, des puérilités de ce genre que Charles Martin échange désormais avec sa secrétaire. Mais pour lui, ces banalités sont toutes neuves, elles sont merveilleuses. Il a 20 ans, même pas, il a 13 ans, il a l'impression de vivre son premier amour, un amour de collégien, un amour fou, oui, fou. Il a oublié la raison, les habitudes, les contraintes, la respectabilité, la réalité. Il vit un rêve. En rentrant chez lui, M. Martin chantonne dans sa voiture. Oh non, il n'est plus le même. Même sa façon de conduire a changé. Maintenant, il démarre le premier. Il veut doubler tout le monde. Il lui arrive même de brûler les feux rouges et de faire de petits signes moqueurs aux agents. Mais qu'importe, puisque Jocelyne a trouvé que sa cravate le rajeunissait.
Demain, il s'en rachètera d'autres. Et puis une autre voiture, une voiture de sport. Il a les moyens, après tout. Monsieur Martin chantonne en faisant des excès de vitesse. Jocelyne l'a trouvé rajeuni. À la maison aussi, les choses évoluent. Les réflexions, les confidences trop fréquentes sur Jocelyne, la coquetterie nouvelle de Monsieur Martin, les dizaines de minutes qu'il passe devant sa glace, et puis ces sourires sans raison apparente, ces longues rêveries béates qui surviennent à tout moment, même en plein milieu d'une conversation, tout cela crée un climat de gêne et bientôt de malaise. Oh, ce n'est pourtant pas Madame Martin qui s'en aperçoit la première, c'est sa fille. Peut-être Madame Martin est-elle décidée à fermer les yeux, sentant obscurément qu'elle n'a rien d'autre à faire. Peut-être Sylvie est-elle plus jalouse que sa mère, plus exclusive vis-à-vis de son père. Elle est jeune, entière, et elle ne veut pas le partager avec une fille de son âge. Mais il y a aussi une raison plus simple à l'attitude de Sylvie. Sylvie travaille à la banque avec son père. Elle le voit chaque jour se donner en spectacle et jouer ce rôle ridicule avec Jocelyne. Elle a surpris des sourires, des réflexions des employés. Et puis il ne faut pas l'oublier, il y a Henri, son fiancé, qui lui aussi travaille à la banque. Si Henri se rendait compte de quelque chose, qu'est-ce qu'il dirait? Sylvie se sent profondément blessée dans son amour pour son père, et en plus, elle a honte pour elle-même et pour son fiancé. Alors un soir, ça éclate. Ils sont tous les trois, monsieur et madame Martin et leur fille. Sylvie a posé une question banale à son père, mais comme il arrive fréquemment depuis plusieurs semaines, son père ne répond pas, il est perdu dans son rêve avec son sourire intérieur. « Papa, je t'ai posé une question. »« Oh, oui, c'est vrai. Excuse-moi, Sylvie. Oh, ne t'excuse pas. Mes questions à moi, elles ne t'intéressent pas. Il n'y a que ce que dit Jocelyne qui t'intéresse. Oh, voyons, Sylvie. Est-ce qu'elle t'a dit que ta nouvelle cravate te rajeunissait par hasard? Elle est affreuse, ta cravate. Tu t'habilles comme un petit jeune, à ton âge. Tu es ridicule, papa. Cette fille te rend ridicule. J'ai honte de toi. Et Sylvie éclate en sanglots et quitte la pièce. À partir de ce moment, quelque chose s'est brisé dans la famille Martin. Les scènes succèdent aux scènes. Madame Martin sanglote, Sylvie hurle, et le fiancé, qui est là parfois, se fait aussi petit que possible. Monsieur Martin, lui, s'enferme dans un silence buté, prend des airs de martyr. Mais vous ne comprenez rien à ce qui se passe entre nous. Personne ne peut comprendre. Jocelyne est une fille formidable. Non, ils ne peuvent rien comprendre. Monsieur Martin se remet à sourire, tandis que Sylvie se déchaîne. Tout ce qu'il y a entre eux est si pur, si innocent, si simple. Quand Monsieur Martin, plus tard, revient à la maison avec une voiture de sport, Sylvie éclate. En présence de son fiancé Henri, elle menace son père d'aller trouver le patron de la banque et de lui dire sa façon de penser. Monsieur Martin est devenu brusquement très pâle. « Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, eh bien on va voir. » On va voir, en effet. Et ce que va faire Monsieur Martin est si calculé, si minutieux, si impitoyable, qu'on a peine à y croire. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le lendemain, qui est un vendredi, Monsieur Martin, après la dictée du courrier, s'approche de sa secrétaire. Il a l'air embarrassé. « Écoutez, Jocelyne, des amis qui ont une villa sur la Côte d'Azur me l'ont laissé pour le week-end. Alors, je pensais que nous pourrions peut-être y aller ensemble. Oh, en tout bien tout honneur, cela va sans dire. » Jocelyne ne réfléchit pas trop longtemps, elle a confiance en Monsieur Martin. D'ailleurs, à 19 ans, elle n'a pas froid aux yeux, et elle est sûre de pouvoir se défendre le cas échéant. Et puis, la perspective de quelques jours dans le luxe sur la Côte d'Azur ne lui déplaît pas. Au fond, elle l'aime bien, Monsieur Martin, même s'il est un peu ridicule avec ses cravates de jeune homme. Et le vendredi soir, Monsieur Martin et Jocelyne partent pour la Côte d'Azur dans la belle voiture de sport toute neuve. Vous pensez sans doute que c'est cela la vengeance du père et de l'époux outragé, partir avec Jocelyne. Oh non. C'est tellement plus extraordinaire, tellement plus machiavélique.
Avant de s'en aller et de fermer soigneusement, comme chaque soir, son bureau à clé, M. Martin a fait quelque chose d'inouï. Il a volé. Oui, lui qui avait chaque jour depuis près de 20 ans 2 milliards d'anciens francs entre les mains, lui qui avait la confiance entière, aveugle du grand patron, il a volé. Il a volé exactement 100 millions d'anciens francs. Mais pourquoi cette somme? Alors qu'il aurait pu prendre beaucoup plus, 1 milliard ou même 2 milliards. Tout simplement parce que M. Martin a fait ses comptes. Il a évalué sa fortune. Ces 100 millions représentent exactement la totalité de son avoir en comptant le pavillon et les actions diverses qu'il possède. Ces 100 millions, il ne va pas les dépenser avec Jocelyne. Non, ce n'est pas un voleur, M. Martin. Il va les brûler. Oui, les brûler. Car ce qu'il veut, c'est qu'on l'arrête, qu'on l'oblige à rembourser. Et alors, il sera ruiné. Ou plutôt, sa famille sera ruinée. Sa femme, Sylvie, son futur gendre n'auront plus un sou. Mais ce n'est pas tout. La vengeance de M. Martin est bien plus raffinée encore. Il a vu beaucoup plus loin. Le lendemain, c'est samedi, les bureaux de la banque travaillent, et ce jour-là, c'est sa fille Sylvie qui le remplace à son poste. Demain, Sylvie, en ouvrant la caisse fermée à clé par lui, va découvrir le vol des 100 millions. Et elle va se trouver devant un choix terrible, inhumain. Ou bien elle fait son devoir. Elle va dénoncer au patron un vol qui n'a pu être commis que par son père. Ou bien pour le protéger, elle ne dit rien. Et elle se rend elle-même complice du vol. Oui, voilà la vengeance de M. Martin. Il ruine sa famille, il la déshonore et il oblige sa fille soit à dénoncer son père comme voleur, soit à devenir voleuse elle-même. 200 liasses de 10 billets de 500 francs partent donc en fumée dans la cheminée d'une villa de la Côte d'Azur tandis que Jocelyne est allée faire des courses. M. Martin est comme fou. Il les regarde brûler en riant. C'est bien fait! C'est bien fait! Ah, on a voulu l'empêcher de vivre sa vie. Eh bien, c'est raté. On n'a rien empêché du tout. Et lui, il les a tous ruinés. Ce week-end, c'est l'apogée de sa vie. Il a donné un sens à sa vie. Il ne vieillira pas comme un médiocre avec sa femme et ses pantoufles. Voilà. C'est fini. Il n'y a plus que des cendres. Tout est parti en flammes. Et puis après. Après, c'est le lendemain matin, la fièvre, l'ivresse sont tombées et M. Martin comprend l'étendue du désastre. Non, ce n'est pas un cauchemar. Brusquement, la raison lui revient et avec elle, toute la conscience de son acte. Il a tout détruit, des années d'efforts de travail, toute une vie, tout. Jocelyne, à ses côtés, dans le lit, le dégoûte. Il étouffe de rage, de désespoir. Il pense à sa femme, à sa fille, qui est peut-être arrêtée comme voleuse. À toute allure, dans la voiture de sport, M. Martin revient chez lui. Jocelyne, à qui il n'a pas donné un mot d'explication, ne comprend pas. M. Martin n'ose pas rentrer à la maison, il se précipite au commissariat. Vous devinez la stupeur des policiers quand il leur déclare « Je suis un misérable. J'ai volé 100 millions dans la banque où je travaille. Mais je n'ai pas fait ça pour voler. 100 millions, c'est tout ce que je possède. Il faut tout vendre. La banque sera remboursée. J'avais fait ça pour ruiner ma famille. » Enfin, ce qui surprend les policiers, c'est le mobile. Car, pour le vol, ils sont au courant. Sylvie s'était résignée à prévenir le patron et à dénoncer son père. Devant le juge d'instruction se déroulent des confrontations dramatiques. Complètement effondré, Charles Martin revoit son patron. Il implore son pardon en pleurant. Il jure qu'il pourra rembourser, que la totalité de ses biens représente la valeur de la somme volée. Devant sa femme et sa fille, ce sont des scènes plus dramatiques encore. Le malheureux se roule par terre, s'accroche à leurs pieds, hurle son remords et son impuissance à réparer le mal qu'il a fait. La femme et la fille pardonnent, elles se jettent dans les bras de Charles, et tous trois pleurent ensemble, amèrement leur vie brisée. Le procès eut lieu sans tarder. On avait vendu tous les biens des Martin, qui représentaient exactement la somme volée. Mais les jurés ne voulurent pas croire l'accusé sur ses mobiles. Charles Martin fut condamné au maximum de la peine
5 ans de prison ferme. Et comble d'ironie dans cette histoire qui a été totalement lamentable de bout en bout, Jocelyne produisit au tribunal un certificat attestant sa virginité. Quand il sortit de prison, Charles Martin retrouva sa femme qui vivait misérablement dans un petit studio d'un quartier pauvre. Pour subsister, elle faisait des ménages. Charles obtint un petit emploi de comptable dans lequel il n'y avait pas d'argent à manipuler. Sylvie et Henri, maintenant mariés, leur rendaient visite de temps en temps. La famille Martin s'était remise à vivre dans la misère en essayant de faire comme si rien ne s'était passé, comme si aucun démon n'avait frappé à sa porte. Il n'y avait hélas rien d'autre à faire. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.